Vous faites partie d'un groupe de musique où vous voulez vous y mettre. Si vous voulez être efficace, il y a plein de choses à prendre en compte. Aujourd'hui, vous verrez comment répéter efficacement, comment ne pas perdre votre temps en répétition et comment vous organiser en préparation et pendant les répètes. Je vais vous donner plein de conseils pratiques juste après ça. Bonjour, je suis Ludo, fondateur des sites lemusicienamateur.fr et lesfoudupiano.fr. Vous avez monté un groupe? Super! Vous avez décidé de mettre la gomme pour être opérationnel et donner un concert le plus rapidement possible? C'est génial! Il va maintenant falloir vous préparer efficacement. Cela fait maintenant 29 ans que je joue en groupe et je vous assure qu'il y a vraiment des pièges à éviter. Trop souvent, je vois des groupes qui démarrent et qui perdent un temps phénoménal avec des répétitions qui ne mènent à rien, ou presque. Voyons ensemble les éléments que vous devez absolument connaître et absolument appliquer pour être efficace. Premièrement, la fréquence. Vous devez évidemment planifier vos répétitions. En général, une fois par semaine. Vous pouvez aussi en prévoir 2 si vous êtes très motivé. Il est aussi possible de vous rencontrer une fois par semaine en temps normal et de mettre les bouchées doubles avant un concert important par exemple ou avant une saison scénique. Le mieux est de tout planifier le plus tôt possible, soit en banalisant un jour, comme le samedi par exemple, soit en établissant un vrai calendrier. Et c'est là que les problèmes commencent. Vu le nombre de groupes auxquels j'ai participé depuis, je vous dis, au moins 29 ans, vous ne pouvez pas savoir à quel point c'est difficile. C'est à ce moment-là que vous allez constater une réelle motivation de vos camarades de jeu. Et je ne parle pas du début des groupes où tout le monde est motivé. Non, je parle au bout de quelques mois, voire quelques années. Vous allez voir, certains vont peut-être un petit peu décrocher. Et plus vous êtes nombreux, plus cela devient vraiment difficile. Si vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord sur un planning de répétition, ce n'est même pas la peine de continuer votre projet sous cette forme. Répéter avec un ou plusieurs membres sans arrêt absent ne sert à rien, surtout sur certains postes clés. Alors ça, on va reparler un petit peu plus loin. Ce manque de disponibilité tue les groupes, littéralement. Et n'attendez pas une éventuelle amélioration chez certains, elle ne viendra pas ou très rarement. Ou alors, ça le fait pendant quelques semaines et puis après, ça repart. C'est un fait. Tout le monde n'a pas la même implication que les autres et certains trouveront toujours une bonne excuse. Il faut de la volonté pour apprendre et jouer de la musique. Et c'est encore plus vrai quand vous jouez en groupe car vous devez assurer un travail collectif en plus de votre travail individuel. Alors j'insiste très souvent sur cette chaîne, la musique est un vrai travail si vous voulez avancer et progresser. Avec du personnel non sérieux, votre groupe stagnera, s'enlisera et pourra même exploser. Je l'ai souvent vécu et je le vivrai certainement encore. Combien de fois je me suis retrouvé en répète en constatant qu'il y avait des absents. Alors bien sûr, ça peut arriver d'avoir des impératifs, mais cela devient vraiment rageant quand ce sont toujours les mêmes. J'ai vécu aussi des situations où des musiciens se faisaient remplacer. Alors cela peut fonctionner, mais à condition d'être très organisé. Si des éléments sont changés en répétition, le remplaçant devra faire un sacré briefing pour tenir le titulaire au courant. Alors, à un niveau amateur, je ne l'ai pas souvent vu. Il a fallu tout réexpliquer à la répète suivante, puisque le remplaçant parce qu'il n'y avait pas eu de communication entre les deux personnes. Si vous êtes nombreux et que vous rencontrez des problèmes à ce niveau, ce n'est peut-être pas un problème de motivation, mais tout simplement de planning. Je vous donnerai une solution un petit peu plus loin dans la vidéo, et cela rejoindra un autre problème. 2. Planifier le travail. Maintenant que vous êtes OK sur votre planning, il faut organiser votre travail. Alors, rien n'est plus désagréable que d'arriver en répète et de se dire, qu'est-ce qu'on joue maintenant? Il est super agaçant de proposer un titre, mais que chacun a travaillé sur des morceaux différents. Du coup, vous tentez des trucs, vous essayez d'expliquer le morceau, et le moins qu'on puisse dire, c'est que ce n'est pas du tout efficace. Le temps est perdu pour tout le monde. Évidemment, ce que je vous raconte là est valable pour des reprises, pas pour une démarche de composition. Mais si vous faites des reprises, planifiez d'abord votre répertoire, puis dites clairement quel morceau vous allez travailler à la répète suivante. Une bonne astuce consiste à mettre en ligne sur Google Drive ou un Dropbox ou ce que vous voulez, des partitions avec les structures précises. Éventuellement les MP3 des chansons ou une playlist sur Spotify ou Deezer.
un listing complet du répertoire et la liste des chansons à travailler à chaque répète. Peut-être que vous trouvez que cela nécessite beaucoup de temps de préparation, et vous avez raison. Mais croyez-moi, vous allez le regagner très rapidement. Avoir tous ces éléments stockés à un endroit consultable par tous présente un autre avantage. Imaginez qu'un membre du groupe soit absent pour un concert important ou que vous appeliez quelqu'un en renfort pour une prestation. Il vous suffira de lui donner le lien ou les coordonnées du dossier pour qu'il puisse se mettre au travail et être opérationnel le plus rapidement possible. J'ai été confronté à ces deux situations. J'ai été appelé pour remplacer quelqu'un et j'ai été appelé aussi en renfort. En fonctionnant de la sorte, vous gagnez beaucoup de temps si le travail a été bien préparé en amont. Par contre, soyez précis et exhaustif. Alors, je vous mets en situation et c'est du vécu. Vous téléchargez toutes les partitions, vous les imprimez, vous écoutez toutes les musiques en MP3, YouTube, Spotify, Deezer, ce que vous voulez, et vous travaillez tout le répertoire. Vous arrivez en répète, vous jouez le premier morceau et vous vous rendez compte que la tonalité n'est pas bonne. Et là, le guitariste vous dit, bon, en fait c'est capot 3. Alors, pour les pianistes qui ignorent ce qu'est le capodastre, un capodastre, c'est un petit accessoire qu'on met sur la guitare et qui vous permet de changer la tonalité sans effort de transposition. À chaque fois que le capot est monté d'une case, vous montez d'un demi-ton. Et donc, le guitariste joue exactement la même chose, mais en décalant tout, et ça sonnera donc transposé. Pour plusieurs raisons que j'évoque dans la vidéo à bas la touche transpose des claviers que vous trouverez ici, je préfère toujours jouer dans la bonne tonalité. Vous devez donc soit transposer à vue, soit tout réécrire et évidemment tout retravailler sur place. Avec de l'habitude, alors on y arrive, mais quand on débute, alors là c'est un vrai challenge. La répétition continue, le second morceau commence, et là on vous dit que l'intro a été modifiée, qu'une mesure a été ajoutée par-ci, par-là, que le break est doublé, et que le dernier refrain sera repris 2 fois de plus pour faire participer le public, et j'en passe, et des meilleurs. Et je vous assure que j'ai vécu tout ce que je vous raconte là, et que je n'exagère rien. Soyez précis. Répartissez-vous les tâches si vous voulez, mais faites ce travail sérieusement. Ce qui m'amène à un autre gros défaut, à savoir le travail à la maison. 3. Ah bon, il faut bosser? Ce point ne devrait surprendre personne. Vous devez préparer votre prochaine répétition chez vous. Travaillez vos partitions ou vos grilles, que vous sachiez quoi jouer. Combien de fois j'ai entendu des camarades dire qu'ils n'avaient rien pu faire de la semaine pour X et X raisons. Si cela vous arrive avec un membre de votre groupe, demandez-lui combien de temps il a passé devant la télé pendant la semaine. Alors, à titre d'information pour un Français moyen, c'est environ 3 heures par jour. Alors, pour être honnête avec vous, ça m'est arrivé aussi, mais c'était avec des groupes où il y avait plusieurs personnes qui ne travaillaient pas et qui n'avançaient pas. Et au bout d'un moment, on sature, le groupe finit par s'éteindre et puis ça finit par s'arrêter tout simplement. Par contre, il m'est aussi arrivé d'aller bosser de 6h30 du mat et de revenir à 19h30 le soir et de travailler mon répertoire le soir. Mais c'est vrai, il faut de la motivation, on en revient toujours au même, c'est vital en musique. 4. Les notes. Quel magnifique jeu de mots en répétition de musique, prenez des notes. Bon. Vous avez 2 outils indispensables. Préparez votre crayon et votre gomme. Ne comptez pas trop sur votre mémoire, elle a ses limites. Vous avez fait des modifications à vos morceaux? Écrivez-les. Ceux qui ne prennent pas de notes seront confrontés au même problème à la prochaine répète, et même en concert, et vous n'avancerez pas. Et ça, c'est du vécu aussi. À chaque répète, on répète aux mêmes personnes. Il y a ça là, il y a tel accord là, c'est un tel qui commence, toi t'arrives à la mesure un tel, etc., etc. Et sans prise de notes, c'est vraiment prise de tête. Et à chaque répète, on répète la même chose. Non, il faut vraiment prendre des notes et désigner quelqu'un s'il le faut pour mettre à jour vos fichiers internet et ajouter les modifications et les structures précises. Parlons maintenant du vrai boss. Dans un groupe, celui qui s'adresse au public, c'est le chanteur. C'est en général celui qui est mis en valeur et qui récolte souvent tous les lauriers. L'image du chanteur est ainsi, surtout dans notre culture populaire, télévisuelle, acceptez-le. Du coup, on a tendance à croire que c'est le vrai boss en répétition et sur scène. Et dans certains cas, c'est la vérité. Un chanteur ou une chanteuse qui écrit toutes les chansons, qui organise les répétitions, qui démarche pour les concerts, etc. Bon, c'est vraiment le boss. Mais sur scène, je n'ai pas du tout le même point de vue, je suis désolé. Pour moi, le vrai boss sur scène, c'est le batteur. C'est lui qui donne le tempo, c'est lui qui donne le départ des chansons,
C'est lui qui bien souvent annonce et marque les changements de tempo à la fin des morceaux par exemple. Ensuite vient le bassiste. C'est lui qui indique la structure harmonique, c'est-à-dire les accords. Beaucoup pensent que c'est un instrument qui n'est pas très important, mais à mon avis, c'est complètement le contraire. Combien de fois je me suis retrouvé perdu, c'est humain, ça arrive à tout le monde, hein. Et qui croyez-vous que j'écoute en premier pour me recaler? Eh bien, le batteur pour le rythme et le bassiste pour l'accord. Grâce à eux, je sais m'y retrouver, je sais quel accord je dois jouer. Alors, il est vrai que le batteur devra suivre le chanteur ou la chanteuse, mais c'est lui qui est responsable de l'architecture rythmique. Imaginez-vous à la fête de la musique, par exemple, alors c'est l'occasion pour beaucoup de groupes amateurs de jouer en public. Vous y trouverez de tout et c'est tant mieux. Des groupes de très haute qualité et des débutants. Et la différence s'entend tout de suite. Alors, excusez-moi, mais la personne qui indique à coup sûr si le groupe est carré, c'est le batteur. Si le batteur ne tient pas le tempo, on dira que c'est la faute du batteur. Par contre, s'il assure une rythmique efficace, pas forcément compliquée d'ailleurs, mais propre, eh bien, on vous dira peut-être que c'est le chanteur qui assure grave. Alors, c'est comme ça fait partie du jeu, mais le batteur, s'il est carré, jouera un très grand rôle dans la cohésion du groupe. Et donc, cela met en valeur, bien entendu, le chanteur qui est le frontman. Que pouvez-vous en tirer ? Eh bien, votre section rythmique, c'est-à-dire la basse plus la batterie, doit être absolument carrée. C'est la chose la plus importante. Elle doit savoir donner le bon tempo à tout le monde, où les breaks se situent, annoncer les fins et avoir le moins d'incertitude possible. Le chanteur se cale sur une rythmique stable et c'est non l'inverse. Ce qui nous amène à un autre point important quand on est nombreux, 6, les grosses formations. Si vous jouez en grosse formation avec des vents, des chœurs et une section cuivre par exemple, eh bien vous devez régler les problèmes de chaque section et cela prendra beaucoup de temps. Et malheureusement, les problèmes des uns ne sont pas les mêmes que ceux des autres. Alors je vais vous donner un conseil d'organisation. Travaillez par petits groupes. Alors, vous formez un mini-groupe central, si vous voulez, le cœur de votre groupe, avec votre section rythmique, vos guitaristes, les claviers si vous en avez, et mettez en place avec eux la base de vos morceaux, les structures des morceaux. Ce groupe doit être super au point, très carré, et il peut être très intéressant d'y ajouter le chanteur ou la chanteuse. Ce sera plus facile pour tout le monde pour se repérer. Et vous faites d'autres mini-groupes, un groupe pour les chœurs, un autre pour les cuivres, un autre pour les vents si vous en avez, et mettez-vous au point par groupe, quitte à utiliser des enregistrements du groupe rythmique pour s'appuyer sur quelque chose. Alors attention, mettez quelqu'un quand même de commun à chaque groupe pour rendre compte des modifications, des changements de structure, etc. Ce sera un petit peu votre directeur artistique. Vous serez beaucoup plus efficace en procédant de la sorte, et en plus cela pourra donner des disponibilités supplémentaires à chacun. Et quand tout est au point, organisez des répétitions générales avec tout le monde. Et là, j'ai bien dit tout le monde. À ce moment-là, chacun doit savoir exactement ce qu'il doit jouer. Ce ne sera plus du tout le moment de changer les structures, de transposer ou d'ajouter des refrains. Et je vous assure que c'est super agaçant quand on fait des filages, pas forcément en grosse formation, et que l'on dit « Ah bah tiens, là on ajouterait bien ça, là on fera peut-être bien ça ». Non, ce n'est pas du tout la fonction du filage, et on va le voir tout de suite. 7. Le filage. Une fois que tout est en place, vous faites des filages. Il s'agit de jouer tout le répertoire en se mettant en situation de concert. Vous jouez une seule fois chaque titre. Vous apprenez à vous reprendre si vous vous trompez. Ce n'est plus le moment de voir les détails. Combien de fois j'ai fait des groupes où on faisait un filage, puis là il y en avait un qui n'était pas très à l'aise, qui disait « Bon, bah moi j'aimerais bien reprendre ça. » Non! Ce n'est plus le moment de voir les détails. Et si vraiment vous rencontrez des problèmes importants, eh bien vous réorganisez d'autres répétitions si possible pour voir ces problèmes. Bonus, les stars et la direction artistique. J'ai eu la chance de faire des premières parties de personnes célèbres, par exemple Danny Briand et Michael Jones, donc le guitariste de Goldman, qui entamait à ce moment-là sa carrière solo. Alors, qu'on aime ou non, côté pro, on est quand même sur du lourd. Et j'ai donc assisté à leur balance. Et pour rappel, la balance consiste à s'installer sur scène et à régler toute la technique, tous les volumes, tous les niveaux, afin d'être prêt
et à l'aise pour le concert. Et ces deux artistes profitaient de la balance pour faire leurs répétitions et quelques mises au point. C'était très instructif, et même s'il n'y avait pas de grandes surprises, eh bien ils revoyaient certains passages de chansons et quelques modifications dans les arrangements. Dans ce cadre-là, même si vous aviez un groupe de musiciens en face de vous, eh bien vous sentiez tout de suite qui était le boss. Les artistes qui ont leur nom en haut de l'affiche savent diriger leurs musiciens et les musiciens savent quelle est leur place. Tout cela pour vous dire que si vous êtes un groupe, il faudra vous mettre d'accord sur votre interprétation et sur votre rôle dans ce groupe. Tout le monde y trouvera son compte, mais il y aura aussi des frustrations. Et plus vous êtes nombreux, plus c'est difficile. Et je vous assure que tout cela est extrêmement chronophage. Dans le cas où vous avez défini le directeur artistique de votre formation, c'est-à-dire celui qui aura le dernier mot, eh bien il faudra savoir rester humble et à votre place. Quand j'ai commencé à accompagner des personnes, je vous assure que ça a été très compliqué pour moi. J'avais plein d'idées, je voulais faire plein de choses, je voulais jouer à ma manière, mais non, tu joues pour quelqu'un, tu changes ton fusil d'épaule, tu prends une autre posture, tu es humble et tu écoutes ce qu'on te dit. C'est encore une fois le genre de choses à définir dès le départ quand vous commencez une formation. Voilà, vous savez tout. En appliquant tout ce que vous avez entendu ici, vous serez bien plus efficace dans vos répétitions. Finalement, les maîtres mots sont organisation, motivation et humilité. Maintenant, à vous de jouer, commencez par écrire clairement votre répertoire et vos structures. Et si la production musicale vous intéresse, vous pouvez télécharger gratuitement mes guides dans lesquels j'explique comment enregistrer votre voix et vos guitares et quels sont les achats indispensables pour vous enregistrer. Pour recevoir tout ça, eh bien vous cliquez sur le lien dans la description. Et si vous voulez apprendre à jouer du piano grâce aux accords et improviser, j'ai également des cours gratuits, toute la théorie et surtout la pratique, comment enrichir votre jeu en jouant un même morceau de 10 façons différentes suivant votre niveau. Encore une fois, vous trouverez tout dans la description. N'oubliez pas le petit j'aime, l'abonnement, la petite cloche en dessous. Ça peut d'ailleurs être très pratique de faire suivre cette vidéo aux membres de votre groupe. Merci et à tout de suite dans les vidéos bonus. Salut!